Depuis la formulation en 1838 de la théorie cellulaire du vivant par le botaniste Matthias Schleiden et le biologiste Theodor Schwann, amendée en 1855 par le médecin Rudolf Virchow, nous savons que la cellule est l'unité de structure, de fonction et de reproduction du vivant. La théorie cellulaire, fondement de la biologie cellulaire, repose sur 3 principes fondamentaux que nos élèves vérifient en travaux pratiques dès la seconde, en travaillant sur la structure, le fonctionnement et la reproduction du vivant. Principe numéro 1. Tout organisme vivant, de la bactérie à la baleine, est composé d'une ou de plusieurs cellules. C'est bien évidemment le cas chez l'homme, dont on voit ici dans un frottis buccal coloré au bleu de méthylène et observé au microscope optique, ces cellules épithéliales d'environ 50 micromètres, grossies 40, 100, 400 et 600 fois, qui se détachent facilement de l'épithélium de la muqueuse buccale. On peut également le vérifier avec chacun des 200 types cellulaires différents du corps humain par des biopsies ou des coupes tissulaires. Par exemple, sur ce frottis sanguin coloré au Giemsa et réalisé par un élève, on reconnaît une majorité d'érythrocytes aux globules rouges dépourvus de noyaux et quelques leucocytes aux globules blancs, 1 pour 1000 globules rouges environ, et reconnaissables à leurs noyaux colorés en violet. Principe numéro 2. La cellule est l'unité de structure et de fonction des êtres vivants, ce qui implique que la vie réside dans chaque cellule, ce que l'on voit ici dans cette cellule chlorophyllienne foliaire délodée, avec le mouvement du cytoplasme ou cyclose, qui brasse son cytosol et ses organites, dont les chloroplastes verts, et avec cette cellule immunitaire d'huître qui attrape puis phagocyte des levures colorées en vert, présentes dans le milieu extracellulaire. La cellule est donc la plus petite unité de vie, ce que les élèves découvrent avec des expériences d'hexao assistées par ordinateur sur le métabolisme cellulaire des levures et des microalgues vertes. Avec une suspension de Glenn, microalgues unicellulaires flagellées d'eau douce, ils mettent en évidence, à l'obscurité, les échanges gazeux de la respiration cellulaire, visibles ici par la consommation de dioxygène O2 du milieu, puis, à la lumière, ceux inverses et supérieurs de la photosynthèse cellulaire, visibles par la production et le rejet de dioxygène. Ils comprennent donc que la respiration de tous les êtres vivants et la photosynthèse des végétaux a une origine cellulaire et que, comme l'a écrit Claude Bernard, physiologiste français, dans ses leçons sur les phénomènes communs aux animaux et aux végétaux, je cite, « Les organes, les systèmes n'existent pas pour eux-mêmes, ils existent pour les cellules. En résumé, la vie réside dans chaque cellule, elle n'est centralisée nulle part, dans aucun organe ni aucun appareil du corps. Tous ces appareils sont construits en vue de la vie cellulaire. » Ainsi, les appareils, systèmes et leurs grandes fonctions existent chez les organismes épais complexes comme l'homme pour créer les conditions optimales à la vie cellulaire. La ventilation pulmonaire apporte du dioxygène O2 et évacue le dioxyde de carbone CO2 de la respiration cellulaire. L'alimentation puis la digestion apportent aux cellules des nutriments vitaux dont le glucose. L'excrétion rénale élimine les déchets du métabolisme azoté et l'immunité détruit les virus et les micro-organismes pathogènes morbides présents dans le milieu extracellulaire et qui peuvent être néfastes, voire mortels pour les cellules. Restait à découvrir l'origine des cellules, ce qui fut fait, d'une part par le botaniste Carl Nageli vers 1851, qui mit en évidence la mitose, division cellulaire qui conduit une cellule mère à se diviser en 2 cellules filles, ce qui permet de multiplier les cellules d'un tissu et donc la croissance de l'organisme. Et rapidement après, par le botaniste Gustave Thuré, en 1853, qui découvre la fécondation sur le fucus, et par Oscar Hertwig, embryologiste, qui en 1876 met en évidence la fécondation de l'oursin. Principe numéro 3. Toute cellule dérive d'une cellule préexistante, soit par fusion cellulaire, comme lors de la fécondation d'un ovocyte par un spermatozoïde d'oursin, qui forme après fusion des 2 membranes et des 2 cytoplasmes une nouvelle cellule, la cellule œuf, soit par division cellulaire, comme lors de la mitose d'une cellule œuf d'oursin, qui se divise en 2 cellules filles et forme un embryon au stade 2 cellules. L'adage de Virchow, omnis cellula i cellula, complète et résume la théorie cellulaire sous sa forme définitive. Là où apparaît une cellule, il doit y avoir eu une autre cellule auparavant, écrit-il dans Cellular Pathology. En réalisant des fécondations in vitro ou FIV avec des oursins, ou comme ici avec des acidies, nos élèves de seconde et de première valident en 1h30, par l'observation microscopique, les 3 principes de la théorie cellulaire. L'acidie, comme tout organisme vivant, est composé de cellules.
La cellule est donc l'unité de structure et de fonction de l'acidie. Les cellules d'acidie dérivent d'une cellule préexistante, soit par fécondation d'un ovocyte par un spermatozoïde à l'origine d'une cellule œuf, soit par mitose, division cellulaire d'une cellule mère en deux cellules filles.